et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine des produits et services de Boursorama. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arthur Tondou, gérant allocataire chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Alors, en ce début d'année 2024, bon, on est déjà en février, le temps passe vite, mais on fait notre point trimestriel sur le CEFP, le compte d'épargne financière piloté qui s'appuie sur l'expertise de Oddo BHF Asset Management et qui est accessible dès 100 € d'investissement. C'est toujours bon de le rappeler. On s'intéresse aujourd'hui, Arthur, au quatrième trimestre 2023 et notamment cette fin d'année, allez, je vais dire enthousiaste, carrément enthousiaste sur les marchés. Comment vous l'expliquez ? Effectivement, un très beau rallye Oui. depuis la fin du mois d'octobre. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les planètes se sont alignées, enfin. On aime bien ça. On aime bien, le marché aime beaucoup, l'inflation qui continue de ralentir. Donc on est toujours un peu au-delà de 3% aux États-Unis, aussi en Europe, donc un peu au-dessus des attentes et des cibles des banquiers centraux. Mais néanmoins, ça a permis de rassurer les marchés obligataires qui anticipent désormais des baisses de taux cette année. Oui. Alors, à quel rythme, à quel calendrier ça On va beaucoup en reparler, je pense, cette année. On va beaucoup en reparler, Oui. mais ça a permis quand même de rassurer ces marchés obligataires et Oui. puis dans l'ensemble d'assouplir les conditions financières. Par ailleurs, l'autre élément, c'est la croissance. Et là, la croissance, elle aussi, est rassurée. Donc, pas tellement en Europe, où Oui. c'est un peu plus terne, un peu plus morose, mais aux États-Unis, trimestre après trimestre cette année. C'est plus le soft landing, c'est le no landing. maintenant. Éventuellement, Ouais. maintenant on transite C'est le vers nouveau cette mot, notion-là et finalement l'activité économique est extrêmement solide. Et ça a rassuré les investisseurs et permis de lancer ce momentum sur les marchés actions. Bon, question forcément des gens qui nous regardent, est-ce que le gérant allocataire de mon CEFP, il a réussi à accompagner le mouvement sur la dernière partie de l'année et sur les différents mandats ? Alors oui, 2023 est un bon cru, hein. Oui. Tout a monté, toutes les classes d'actifs, quasiment toutes les zones géographiques, quasiment tous les secteurs. Et donc Ça aussi, nous a on permis aime bien. ça aide et ça Oui. a permis de capter de la performance un peu sur toutes les classes d'actifs. Alors il y a une certaine hiérarchie qui est respectée en termes de performance. Les mandats qui avaient plus de risques ont eu plus de performance cette année. Oui. Et donc pour tout ce qui est performance, tous ceux qui sont intéressés et concernés peuvent aller sur le site de Boursorama et voir les différents résultats sur les différentes échéances et horizons d'investissement. Bon, et donc vous le disiez, la logique effectivement respectée entre les performances des mandats plus défensifs, plus équilibrés, plus agressifs. Absolument. Ouais, bon. Forcément, c'est utile ce petit coup d'œil dans le rétro, on en a quand même déjà pas mal parlé. On a aussi envie de savoir ce que nous réserve l'année 2024, surtout que on a, vous avez évoqué, des incertitudes, notamment économiques en Europe, mais on a quand même des marchés qui évoluent au plus haut ou proche de leur plus haut, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Quand on est investisseur, ça peut effrayer, on se dit « Oh là là, ça y est, on va avoir un crack dans les mois qui viennent ». De quelle façon vous abordez, vous, ce début d'année et quel message vous pouvez finalement communiquer aux gens qui nous regardent et qui se posent sans doute ce genre de questions ? Alors effectivement, on a les indices qui battent de record en record. On voit le CAC, le S&P 500. À plus de 5000 points. Le Nasdaq également qui s'envole et on commence à voir un peu des comparaisons avec la bulle… 2008, moi j'entends. Oui, même la bulle Internet du début des années 2000. Oui. Et c'est vrai qu'il y a certaines similitudes. Donc, c'est le secteur de la tech qui explose. Alors maintenant, c'est les fameux Magnificent Seven, c'est ces 7 mastodontes américains, ces grosses entreprises de la tech qui font des performances incroyables, qui gagnent en pondération dans les indices et qui tirent un peu les indices. Alors, je ne vais pas vous dire que le marché n'est pas cher, c'est pas vrai. Quand on regarde 2024, les résultats anticipés, le Nasdaq se paye 21 fois les résultats. Ça commence à faire beaucoup. 27, 28 sur le Nasdaq, dans un monde où le cash rémunère du 5% en dollars pour les Américains, on va dire que c'est pas donné. Mais si on revient à notre comparaison, ces niveaux de valorisation, ils n'ont rien à voir avec cette bulle qu'il y a pu avoir au début des années 2000. Et cette fois-ci, cette année, ces 7 mastodontes sont des machines à cash. Oui. Elles sont extrêmement Il y a de la rentables. profitabilité. Et alors, il reste quelques résultats qui doivent tomber, mais si les derniers qui tombent font comme attendu, pour donner un ordre de grandeur, c'est au dernier trimestre 2023, ces 7 entreprises ont généré 120 milliards de dollars de bénéfices. Ce qui Finalement, il y a de la déception, notamment sur Alphabet, quand on est un tout petit peu en dessous d'un objectif sur les revenus publicitaires, alors que par ailleurs, les résultats restent excellents. Ils sont absolument excellents. Et c'est ça aussi qu'il faut regarder. Ce n'est pas juste le niveau absolu des indices, c'est la capacité des entreprises à créer de la valeur et à générer de la croissance maintenant et surtout aussi dans le futur.
Donc nous, comment est-ce qu'on positionne nos portefeuilles en appréhendant ça? C'est pas d'optimisme excessif, étant donné les valorisations, mais pas de prudence excessive non plus. Non, exactement, il faut savoir aussi se laisser porter par le marché, il y a un momentum. La croissance US, si elle perdure, ce mouvement, ce momentum pourrait persister. Donc savoir bien se positionner pour se laisser porter par le marché, notamment sur les actions américaines. Bon, justement, alors on l'a vu, actions américaines, quels thèmes d'investissement ont ou conservent vos faveurs cette année, que ce soit pour les actions ou pour les obligations, Arthur? Alors pour les mandats diversifiés, on aime toujours les obligations. Alors, notamment le crédit, donc ces obligations émises par des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours du portage, il y a toujours du rendement dans ces classes d'actifs. Et alors, plutôt les maturités les plus courtes, étant donné la structure des courbes des taux, parce que c'est là où, selon notre lecture, c'est là où il y a le meilleur ratio rendement-risque, tout simplement. Pour la partie action, je l'ai dit, plutôt un positionnement neutre et essayer d'aller identifier les thématiques, les secteurs qui sont en capacité de générer de la croissance, quel que soit le moment du cycle. Vraiment une approche long terme. Alors, parmi elles, il y a l'intelligence artificielle dont tout le monde parle. L'IA, ce n'est pas que de la tech, ce n'est pas que des semi-conducteurs. Ça va être aussi des gains de productivité énormes pour plusieurs pans de l'économie. Il faut savoir aller maintenant chercher ça, donc au travers des logiciels, au travers des entreprises qui manipulent d'énormes volumes de données. Et en tout cas, on investit dans des fonds qui ciblent ce type d'entreprise. Le deuxième secteur thématique, c'est le luxe. On a vu les résultats d'Hermès, d'LVMH. LVMH, avec ce bond incroyable. C'est ce luxe premium qui a un énorme pricing power et est intéressant. C'est vrai que c'est des entreprises qui peuvent monter leur prix sans impacter leur volume. 8 à 9% cette année, nous disait Hermès. Exactement. Et tout ça donne énormément de visibilité sur le long terme et c'est ce qui est quand même appréciable dans des marchés comme ceux-ci. Et enfin, la santé. La santé, c'est un énorme secteur, plutôt à tendance défensive à première vue, mais il y a quand même aussi des pans de ce secteur-là où il y a énormément de croissance, et notamment tout ce qui est traitement anti-obésité qui est en train d'exploser en ce moment, et qu'il faut avoir dans les portefeuilles selon notre point de vue. Avec notamment Novo Nordisk ou encore Eli Lilly pour ces traitements qui se présentent comme une révolution et qui ont effectivement fait une percée incroyable aux États-Unis. Question aussi qu'on peut se poser, on les connaît un petit peu ces thématiques qui ont de la croissance, est-ce qu'on a une chance de voir rebondir? C'est un peu la question qu'on se pose rituellement en début d'année, ces thématiques plus délaissées, pêle-mêle, inventaire à la Prévert, la Chine, les actions des petites et moyennes valeurs, le secteur des énergies vertes qui a beaucoup souffert, notamment de la remontée des taux. Est-ce qu'il peut y avoir un rattrapage cette année ou est-ce que ça va rester peut-être compliqué? Alors oui, je parlais du corps de portefeuille, vraiment l'approche long terme. Il faut savoir aussi se positionner quand le marché a des opportunités en termes de valorisation notamment. La Chine, c'était clairement le mauvais élève de cette année, l'année dernière notamment. Les données macroéconomiques ne sont pas exceptionnelles, on est en déflation. L'immobilier n'est pas convalescent, il est toujours un peu malade. Il y a l'élection américaine qui approche, d'un point de vue sentiment, c'est jamais très bon et les investisseurs étrangers préfèrent peut-être maintenant l'Inde et le Japon. On attendait un bazooka fiscal, il n'est pas arrivé. Par contre, il y a plusieurs mesures qui sont arrivées petit à petit, les unes après les autres, et mises bout à bout, ça peut quand même servir de support au marché chinois. Les dernières en date, c'est le fonds de soutien au marché action chinois. On parle de 2 000 milliards de yuan. La baisse des réserves de liquidité des banques. Tout ça, ça peut servir. L'interdiction de la vente à découvert aussi. Et ça peut servir de support pour un marché qui est vraiment pas cher selon notre lecture. Alors, il va y avoir de la volatilité, c'est évident, sur les actions chinoises. Mais ça peut quand même être un bon point d'entrée sur le long terme. Il y a une comparaison que j'aime bien, c'est le ratio prix sur bénéfice des actions chinoises est maintenant inférieur au ratio prix sur capitaux propres du Nasdaq. Alors c'est deux choses complètement différentes, c'est deux ratios je suis d'accord, mais c'est comme comparer des cerises et des pastèques. Au moment où la cerise devient plus grosse que la pastèque, ça montre quand même une certaine exagération et c'est typiquement le cas en ce moment. Sur les petites capitalisations, là aussi, ça a énormément souffert d'un point de vue marge. Il y a le coût du capital qui a augmenté, l'inflation, et ça a pénalisé ce type de valeur. On sait également que la liquidité a un impact et il y a une corrélation avec la sur- ou la sous-performance des petites capitalisations contre les grandes capitalisations à ce moment-là. Il y a un pivot en approche de la part des banquiers centraux. Les valorisations sont attractive selon nous sur ces petites valeurs et ça vaut le coup quand même de commencer à mettre un doigt dedans et à en ajouter dans les portefeuilles. Et le dernier que je voudrais mentionner sur la clean tech,
Est-ce qu'il faut jouer le retour à la moyenne? C'est sûr que ça a énormément souffert ces derniers temps. Là, aussi par la hausse du coût du capital. Hein, et c'est vrai que les niveaux de valorisation sont décorrélés des anticipations de résultats futurs. Et ça vaut le coup aussi peut-être de repositionner un peu ce type de valeur dans les portefeuilles. Puis après, ça a un peu de vertu pour la planète, ça ne fait pas de mal, même si c'est un autre sujet. C'est le type de valeur que commence. Progressivement, hein, quand je vous écoute petit à petit, on commence à remettre ces thématiques dans les portefeuilles. Question peut-être plus technique, le mot a été lâché, volatilité, vous l'avez dit. Pour le moment, c'est plutôt faible. Pas dit d'ailleurs que ça le reste dans les mois à venir. Est-ce que ce retour possible du risque de la volatilité, c'est quelque chose dont vous tenez compte dans votre gestion, Arthur? La volatilité, nous, on la regarde au quotidien. C'est partie des éléments qu'on scrute et au quotidien. Et c'est vrai qu'en ce moment, elle est relativement faible, cette volatilité implicite, notamment sur les actions. Et nous, on a la capacité, dans ces portefeuilles-là, d'acheter des options. Alors les options, c'est quoi? Il faut voir ça comme une assurance. Ça permet de couvrir une partie du portefeuille en cas de décalage et de chute violente des marchés. Donc, qui dit assurance dit prime à payer. Le coût de cette prime est fonction de la volatilité. Et la volatilité étant faible en ce moment, c'est pas très cher. On pense que ça fait sens de couvrir les portefeuilles avec ce type de produit en ce moment. Donc c'est vrai que la volatilité, on la regarde au quotidien et ça fait vraiment partie de nos outils et de notre gestion des risques. Bon voilà, et donc avoir des couvertures au cas où ce climat très favorable ne soit pas si durable qu'on le pense. De toute façon, on aura l'occasion de s'en reparler pour ce prochain point trimestriel. Ce sera en avril pour voir comment s'est déroulé ce premier trimestre. On se donne rendez-vous en avril. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.